Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Cercle, votre nouveau rendez-vous sur Média TV, un cercle d'idées, un cercle de regards, ceux de journalistes, d'éditorialistes, de spécialistes des médias au Maroc ou ailleurs. Avec eux, chaque semaine, je prendrai le temps de comprendre ce qui se cache derrière le vacarme de l'actualité nationale, internationale, parce qu'aujourd'hui, les mots façonnent autant la réalité que les faits eux-mêmes. C'est donc avec ceux qui fabriquent l'information que nous allons tenter de lire entre les lignes. Deux dossiers ce soir à décrypter. Le premier, c'est un rapport inédit publié par 40 scientifiques indépendants mandatés par les Nations Unies sur les progrès incontrôlés de l'intelligence artificielle avec des risques catastrophiques selon certains titres d'agences, d'autres privilégiant l'angle de la gouvernance mondiale ou celui des inégalités que cette nouvelle génération d'IA pourrait accentuer. Un seul et même rapport, mais plusieurs lectures médiatiques. Notre deuxième décryptage nous amènera en Europe, où la chaleur extrême devient un révélateur de fractures politiques. Là encore, les titres racontent des histoires plurielles. Quand certains journaux interpellent directement les responsables politiques, d'autres s'intéressent au coût du déni ou au retard de l'adaptation, ou montrent encore comment le climat s'invite jusque dans les débats parlementaires. Là encore, sur un sujet aussi névralgique que l'urgence climatique, c'est bien une bataille des récits qui se joue. Alors, les médias nous donnent-ils toutes les clés pour comprendre ces bouleversements ou certains choix éditoriaux finissent-ils par façonner notre perception de l'urgence? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Madame Nadia Hachemi Alaoui, politiste, experte des médias et actuellement membre des comités de rédaction des revues Sciences politiques africaines et sociétés politiques comparées. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Également avec nous, Dalal Sadeghi, journaliste indépendante, qui revient une nouvelle fois dans le cercle. Bienvenue. Ravie comme toujours. Voilà, et Mohamed Douyeb également, qui est podcasteur et homme des médias. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, bienvenue à tous les trois. On commence tout de suite par la première rubrique, ça s'appelle les Up and Down. C'est tout de suite. Et je rappelle que les up and down, c'est 1 minute, une conviction, un avis et pas plus. On commence tout de suite avec le premier up. Voilà, on parle d'Ebola encore, oui, toujours. Parce que là, il y a une bonne nouvelle quand même, à mon sens, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les CDC lancent une plateforme unifiée pour soutenir la riposte à Ebola. Voilà, on a un sous-titre qui parle de réponse aux urgences dirigées par les pays. Une réponse africaine pour les Africains, par les Africains. Qui veut commencer ? Moi, peut-être pour atténuer la dimension positive, effectivement, un beau titre qui laisse penser que la coordination d'institutions très éclatées, mais surtout très appauvries, pourrait compenser un vide énorme qui a été le vide financier laissé par les Américains. C'est pas pour rien que ça se développe au Congo et très vite dans les zones densifiées, précisément parce que, on le rappellera peut-être pas assez, mais l'administration Trump a coupé les budgets de l'OMS et précisément les institutions africaines qui, dans la santé, n'ont absolument pas les moyens, n'ont aujourd'hui pas d'autre choix, en tout cas l'OMS, que d'essayer de coordonner. Est-ce que ça suffira à compenser ? Les autres titres de presse sont plutôt assez inquiétants sur la diffusion du virus dans les zones les plus densifiées. D'accord, donc un titre qui est plutôt optimiste. Qu'en pensez-vous, Dalal ? Moi, je suis contente que ça soit en route et que surtout ça soit centralisé au niveau de l'Africa CDC et que l'Afrique reprenne en main sa santé, tout simplement, ses préventions, ses pandémies ces épidémies, pas pandémies. Et en fait, je suis surtout très contente de voir que face à la lenteur quand même qu'ils ont mis à réagir, le Maroc a lui su réagir en envoyant directement 9 tonnes de matériel médical et d'assistance et surtout en ayant, et ça on en parle très peu, un hôpital de niveau 2 directement dans l'œil du cyclone, dans la zone la plus dangereuse, dans le nord-est. Nous avons nos médecins, des chirurgiens, des spécialistes qui sont là-bas, bientôt une équipe qui va arriver aussi pour aider des spécialistes des épidémies. Donc je pense que franchement je suis très fière que le Maroc ait réagi justement pour ne pas être dans ces lenteurs, que ce soit financières ou administratives.
Et comme souvent, comme à Gaza, comme ailleurs, le Maroc est présent et il agit, sans parler, en silence, dans la discrétion. Et je suis très fière de ça. Et c'est votre avis également, Douillet? Peut-être là, au-delà du facteur aussi politique, parce qu'il faut aussi, c'est important de le dire, c'est cette capacité aussi du Sud à se Mobiliser? Voilà, à se débrouiller, je mets ça entre guillemets, seul, avec des partenaires locaux, en concertation. Je pense que là, s'il y a quelque chose, même si le titre il est tellement positif, mais ce que je retiens... Ça a toujours existé. Hein. Voilà. L'accord, les institutions n'étaient pas dépouillées parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Oui. Elles n'étaient pas dépouillées d'actions. Là, concrètement, elles se coordonnent, mais sans financement. Mais déjà, et voir comment cette concertation-là, ça va être quoi les résultats. C'est surtout, moi, je serais plus voir comment sur le terrain, et d'où l'intervention aussi, tu le disais justement. Des forces armées royales. Voilà, donc ces partenariats-là, cette réponse concertée, qu'est-ce qu'elle va donner sur le terrain? Là, c'est pour moi un sujet vraiment à suivre. Un sujet à suivre. On va passer tout de suite au premier down. Et là, on prend la direction du Liban avec l'Orient le jour, donc qui, avec le président libanais, Joseph Aoun, affirme qu'il ne cédera pas un pouce du territoire à Israël. Alors là, ce qui est raconté aussi, on connaît toute l'histoire de ce pays, du pays du Cèdre, qui en fait raconte quoi? Un titre, j'ai mis moi sur la lutte historique d'un pays pour sa souveraineté. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, avoir un tank sur la tempe et qu'on te demande de jeter ton couteau, ben en fait, il n'avait pas trop le choix que de dire ça. En fait, il a le choix entre se faire envahir tout en se désarmant ou pas. Enfin, je veux dire, de toute façon, il se fait envahir. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que là, il y a Mais on est dans les up and down. La réponse, c'est vrai. C'est par rapport au Hezbollah, évidemment, qui l'accuse de trahison, effectivement, de négocier avec Israël. Quelle marge de manœuvre il a? Il y a quelques mois, il y a un mois et demi, il avait annoncé un peu le contraire. Une chose est sûre, c'est L'Orient le jour qui en fait son grand titre. Ils sont en plein dedans. Est-ce que vraiment c'est une information pour le reste? Moi, c'est plutôt de la, communication politique. C'est-à-dire qu'il parle, il le parle effectivement à son environnement immédiat. Après, on ne peut que tragiquement constater que rien n'avance, si ce n'est la force brute aujourd'hui dans cette région. C'est le terrain. C'est plutôt de la communication politique. Quand on est sur un grand quotidien, donc on a un message à passer, c'est une manière un peu d'essayer de booster un petit peu les Libanais. Mais là, la réalité du conflit, et ce qu'elle est, tous les jours que Dieu fait, on voit ce qui se passe sur le terrain. Parce que ça avait été très très mal pris, le fait qu'il négocie avec Israël, c'est très mal pris au Liban, au sein de la diaspora. Et notamment il essaye d'expliquer que s'il négocie avec Israël, c'est pas comme effectivement vous le rappeliez, ce n'est pas une trahison. Bon, on verra. Maintenant, sur le même journal, on entend parler de souveraineté. Voilà. Mais qui est un mot-clé. Oui, je suis d'accord, Dalal, par rapport à ça. Pour moi, oui, bon, on y croit, on n'y croit pas. On a peut-être besoin de donner de l'espoir aux gens. Moi, j'en ai beaucoup moins. On va passer au deuxième down. Et là, on part au Sahel avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et là, c'est le monde qui en parle, qui ont décidé de se retirer officiellement de la Cour pénale internationale. Ça va se faire dans un an, en 2027. Pourquoi ils dénoncent un instrument sélectif et politisé? Pourquoi le monde parle de ce choix-là, de cette manière-là? Qui veut en parler? Le grand quotidien, oui. Le grand quotidien français. On connaît tous les intérêts de la France, en Afrique aussi, et tout ce qui se passe aujourd'hui aussi sur le terrain. Donc, avec cette information qui ne fait que, je dirais, valider déjà l'appel qui a été fait. Mais bon, moi en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est comment aujourd'hui on pousse cette chanson dans l'air du temps, c'est que toutes les institutions internationales sont corrompues et qu'ils ne sont qu'un instrument politique. Et là, on est en train de vraiment, aujourd'hui, de relayer cette information-là, de la faire un peu valider.
Là, pour moi, c'est le grand sujet en tout cas. Mais après, sur les déploiements sur ces pays-là et comment tout ça va se passer, là, je regarde ça avec beaucoup de... C'est plus les attaques contre les institutions internationales. Mais là, on peut les comprendre. En gros, que le monde en parle, normal. C'est bien une sûr. information et une information Majeure. de taille, Oui, majeure. mondiale, oui. On peut comprendre que des pays qui, aujourd'hui, où on a une mise en visibilité beaucoup plus grande des exactions qui sont faites sur les civils, n'aient pas forcément envie de rester au sein de la Cour pénale internationale. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est une Cour pénale internationale qui est beaucoup affaiblie par les attaques américaines et israéliennes sur son procureur. Donc c'est aussi un moyen pour les pouvoirs en place dans les pays du Sahel, à la fois de s'éloigner, comme ils le font, des pays européens, français en premier lieu, et puis aussi de mettre un coup de boutoir. Je crois qu'on le rappellera, vous l'avez évoqué, mais on ne le rappellera jamais assez. Les institutions internationales, aussi faibles soient-elles, restent encore aujourd'hui, étaient quand même un garant minimum pour... voilà, mais aujourd'hui, c'est un coup de boutoir encore plus. Pour moi, c'est le deux poids, deux mesures qui a rendu toutes ces institutions caduques. On avait le cas, on avait l'Irak, l'Afghanistan, donc ça a été balayé. On a Israël aujourd'hui, c'est balayé. Mais par contre, quand il s'agit d'Africains, c'est différent. Donc en fait, oui, on a vu ça et c'est... La CPI, c'est quand même le seul à avoir réagi sur les crimes israéliens. C'est les seuls. Il n'y a pas d'autres institutions qui se sont... Est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'il y a eu la... C'est ça. Vous avez vu l'affaiblissement qu'on a fait à son procureur. Oui. Mais quand il s'agit de pays africains, il y a bien 5 ou 6 cas où c'était appliqué. Bien sûr, sans problème. Je veux dire, dans les 24 heures, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, que des choses comme ça sont perfectibles. La CPI, elle a à peine 25 ans. 98, le traité de Rome. Donc tout ça se construit avec le temps. C'est pas en les affaiblissant. Et là, aujourd'hui, vous donnez les juges sont total. sanctions par Trump, donc ça sert à quoi? Je crois que j'aurais dû mettre ce sujet dans le SCAL. Voilà. Bon, on y reviendra. Dernier up, s'il vous plaît. On part au Maroc, ou plutôt à New York, où se tenait à l'ONU cette UN Open Source Week 2026. Et là, le Maroc y a défendu donc sa vision de la souveraineté numérique à l'ère de l'IA, un sujet très intéressant. Et là, il y a vraiment une phrase importante à mettre en valeur. C'est effectivement, d'un côté, et ça a été dit par la ministre, maîtriser une ouverture mondiale, mais maîtriser les choix stratégiques nationaux. Dalel, j'aimerais vous entendre sur ça d'abord. Honnêtement, moi j'ai un problème avec le mot souveraineté collé avec le mot numérique. À partir de là, c'est bon. Parce que pour moi, dès qu'on est dans le numérique, on est dans le vague, on est dans les logiciels étrangers, on est dans le cloud, on est complètement... Enfin, on est tous souverains, en fait, parce qu'aujourd'hui, le Maroc ne fabrique pas ses puces électroniques, on ne fabrique rien de tout ça, nous, on n'a aucune technologie. Donc comment est-ce qu'on pourrait être parfaitement souverain? Après, je ne sais pas quelle est leur notion de souveraineté. Peut-être une souveraineté en essayant de mettre des garde-fous, mais même ces garde-fous, on voit bien qu'à l'international, même dans les pays qui ont commencé il y a très longtemps, il n'y en a pas. Juste pour répondre à chaud, quand on parle souveraineté, ce n'est pas forcément par rapport aux infrastructures, ce n'est pas par rapport aux logiciels, ce n'est pas par rapport aux micropuces. Quand on parle souveraineté, il y a un sujet important, c'est d'abord notre data, ce qui nous concerne nous et comment nous on la gère avec ces acteurs mondiaux. Quel est ce niveau de deal qu'on signe avec eux, nos data centers, comment ils sont gérés. C'est là où le plus important pour nous, souveraineté. Bien évidemment, nous ne sommes pas un pays qui produit de la technologie, on est d'accord. C'est gentiment de dire logiciel espion avec plusieurs autres mots. Mais par rapport à cette information, le plus important, c'est, et ça on est dans le temps lent, il y a quelques années, le Maroc s'est positionné sur cette question de l'IA, et en étant, dans la table, si vous voulez, des négociations. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas beaucoup de pays comme le Maroc qui sont dans ce genre de forum, qui ont une vision à partager. Et ça, je pense que c'est comme quelque chose à saluer, ne serait-ce qu'être là où ça se passe. Mais que signifie souveraineté? Justement, juste pour vous mettre d'accord rapidement. Très rapidement. Ce qui est intéressant et que pourrait jouer effectivement le Maroc pourrait jouer, parce que se pose une question
fondamentale, effectivement, c'est qu'est-ce que c'est pour l'Internet africain de manière générale, africain, maghrébin, c'est qu'est-ce que c'est que la notion de souveraineté économique. La souveraineté, on peut la comprendre de différentes manières. Sur quoi on est souverain et sur quoi on est souverain à travers quels acteurs et comment, quand effectivement les usages des services, les usages d'Internet, les services sont essentiellement dépendants de sociétés qui sont, elles, en Europe, en Afrique du Nord. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être souverain, ça veut dire qu'on doit aussi définir ce sur quoi on va être souverain. On l'a vu très bien avec la CAF. On a vu aussi que on a été en capacité, vous savez, sur tout ce qui est éléments de données personnelles, à mettre aussi des mécanismes qui faisaient que ça évitait de donner... vu notre réglementation, on ne donnait pas nos données à l'extérieur quand vous... Donc, il y a là-dessus, on peut faire confiance aux sécuritaires marocains pour avoir, sur des domaines bien précis, cherché à garder la maîtrise et le contrôle. Mais je trouve que ça doit être mis effectivement en débat. C'est un sujet éminemment politique. Éminemment politique, et on va continuer de parler d'intelligence artificielle dans le scan, les up and down. C'est terminé, tout de suite, on passe au scan. Et tout de suite, donc, la rubrique du scan dans laquelle nous nous livrons à cet exercice de décryptage de l'actu, mais pas seulement, aussi et surtout la manière dont elle est traitée. On parlait d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans le cercle. Là, j'ai décidé vraiment de développer cette actualité dans le scan. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un rapport qui a été publié par 40 experts internationaux, des experts qui ont été mandatés par l'ONU. C'est inédit, c'est une première. Ils ont travaillé pendant des mois et il y a un constat, un rapport mondial, un état des lieux qui est fait, mais on va le voir, plusieurs lectures, à commencer par l'agence Reuters. Voilà, qui parle donc de progrès qui sont, on va dire, invérifiables et qui posent la question de risques catastrophiques. Je rappelle que Reuters est une agence de presse qui donc n'est pas forcément visible par les consommateurs ou les citoyens et que donc c'est la source principale à laquelle s'abreuvent les agences de presse. On va continuer de regarder un petit peu les autres unes donc qui traitent également de ce sujet-là avec... Destine qui dit « L'ONU tire le signal d'alarme qui est aussi très alarmiste. Et nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. » Donc là, c'est encore plus loin que la sonnette d'alarme. On va continuer de regarder d'autres. Corben, là, c'est carrément un jugement qui est livré par Corben. L'ONU a demandé à 40 scientifiques d'ausculter l'IA, donc comme les scientifiques comme des docteurs, et ils sont inquiets. On va s'arrêter sur cette première partie avant de décliner les autres aspects. Alors là, on parle de quoi ? Que va comprendre immédiatement le lecteur ? L'enjeu n'est pas uniquement technologique, on l'a bien compris, ça va au-delà. Pour ma part, c'est presque civilisationnel. Qu'en pensez-vous ? Oui, défi sociétal surtout, parce que quand on voit ces titres, c'est alarmiste. À aucun moment, on met en avant au moins des titres qui sont équilibrés. On est vraiment dans la vision alarmiste, la catastrophe. Et pourtant, il y a d'autres domaines qui sont aussi intéressants où l'IA a beaucoup à apporter. En tout cas, on peut pas. En tout cas, c'est du Maroc. On ne peut pas aujourd'hui se refuser le luxe de s'investir et de comprendre et de pouvoir profiter de ce que peut nous apporter bien sûr l'IA à tous les niveaux, mais bien sûr à travers. Mais c'est encore un défi qui doit être national et comment on va. Et je reviens à cette réunion aux Nations Unies. C'est là où je dis que le Maroc, il est dans la table des discussions de tout ce qui se fait ou pas. Là, c'est important. On a une vision. Quasiment qui est. Mais après, il faudra peut-être aller dans les détails. Mais là, ce que je constate, même dans les médias internationaux, c'est toujours l'aspect, je dirais, la noirceur. On noircit le tableau comme si
comme si en fait cette révolution qui va bien évidemment balayer pas mal de choses sur son chemin, comme si c'était la responsable de tout ce qui va nous arriver. Et pourtant, je mets... Mais il faut peut-être aussi replacer ces titres dans ce qu'ils relatent. L'information principale, c'est pas tellement le catastrophisme, mais on y reviendra effectivement dans la mise en récit, c'est que l'ONU a commandé un rapport exactement, aujourd'hui c'est le grand défi et c'est le CAN 2, comme elle a fait avec le GIEC, avec le climat dans les années 90, c'est-à-dire sur des questions qui sont aujourd'hui essentiellement portées dans le débat public par les opérateurs économiques et par une société civile qui ne comprend pas grand-chose, parce que c'est quand même extrêmement compliqué tant qu'on n'a pas d'intermédiation, qui a justement réuni autour de la table des scientifiques pour, au-delà des enjeux économiques, avoir une voix qui soit un peu distincte, en tout cas plus indépendante, le plus possible, on y reviendra, du discours des géants de la tech, qui sont les premiers à développer le catastrophisme. Et donc, le rapport, effectivement, il est double. Ils ont retenu, parce que la dimension catastrophique, en une, même si des points positifs sont mis en avant au cœur du rapport autour des avancées de l'IA, mais c'est aussi une manière de tirer une sonnette d'alarme d'un récit qui provient de scientifiques et non pas d'opérateurs économiques. Parce que les géants de la tech, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui le récit sur l'IA, précisément, ce récit catastrophisme, il est porté par les géants de la tech. C'est-à-dire quand vous voyez les deux grands, vous avez en gros, il y a une grosse fracture politique aujourd'hui dans la Silicon Valley, vous avez les opérateurs zélés qui suivent le président américain, et puis vous avez les dissidents qui se posent comme éthiques. Quand les géants de la tech portent ce discours catastrophique, c'est aussi pour dire, mais attention, c'est précisément parce que ça va t'arriver qu'il faut faire attention sur qui va maîtriser et contrôler. Et nous, géants de la tech, on est bien plus gentils, bien plus veillants que les méchants chinois, puisque aujourd'hui ça se divise essentiellement entre États-Unis et Chine. Oui. On est bien plus bienveillants, d'accord ? Donc on est face à un risque majeur, carrément civilisationnel, d'extinction de l'humanité. Pour les sauver, nous sommes les premiers à les sauver. Oui. Ce discours aujourd'hui, il est porté autrement par des scientifiques, et je pense que c'est plutôt à saluer. Peut-être. Alors, avant de continuer, et Delal, je vais vous donner la parole sur ce sujet majeur aussi. J'aimerais qu'on regarde d'autres unes, justement, qui sont beaucoup moins alarmistes et qui rejoignent un petit peu aussi ce qui a été dit. Tout simplement, Azortak. Alors ça, c'est une presse, je suis allée la chercher à Bakou, c'est d'Azerbaïdjan, qui est très fidèle. C'est le titre du rapport, tout simplement. L'IA progresse plus vite que notre capacité à la maîtriser. Point, barre. Alerte, quand même. Voilà, alerte, oui, mais... Oui. C'est fidèle, quand même quelque chose, ça reste une alerte, mais c'est complètement fidèle au rapport. Le Guardian, si on peut regarder aussi, déplace son regard, lui, sur la gouvernance aussi. Et c'est là aussi que c'est notre capacité aussi, c'est la remise en question aussi des démocraties, parce que ça touche aussi la démocratie aussi. Euronews, même chose, l'angle est presque même là diplomatique. Le temps pour réguler l'IA se réduit. Et pourrait l'utilisation du conditionnel aussi, beaucoup moins alarmiste. Dalel, j'aimerais bien vous entendre. Oui, écoutez, déjà, on a vu les titres, et puis après, quand on lit un peu tous ces articles, on se rend compte qu'il y a écrit c'est super, ça sert au médical, ça sert à aider les médecins, ça sert à développer des nouveaux traitements. Et ce rapport est non alarmiste, donc je l'ai bien noté, non alarmiste, sauf pour ce qui est des fake news et de ce que ça peut créer. Donc après, ça casse un petit peu tous les titres qu'on a vus, mais après, il faut qu'on clique. Les titres aujourd'hui, un peu comme l'intelligence artificielle, sont gérés par une main invisible qui s'appelle ICO, qui s'appelle en fait ce qui appelle le clic. Donc en fait, c'est eux qui décident. Et de la même manière que c'est aujourd'hui des algorithmes qui décident ce que nous, en tant que journalistes ou en tant que secrétaire de rédaction, chef d'édition, on doit mettre comme titre, c'est pas nous. Parce qu'on rentre et on regarde si ça va être cliquable, si ça va être partagé par Google, si ça va être partagé par les réseaux, si ça va marcher ou pas. Et donc c'est comme ça que ça commence. De la même manière que ça a fait évoluer tous nos titres vers des choses pareilles, en plus qui se ressemblent avec des mots-clés ressemblants, parce que ça crée des sortes d'égrégores de mots-clés qui fonctionnent. Donc Google pousse vers ce genre de titres qui se ressemblent. Mais en fait, en vrai, à l'intérieur du texte, ces 40 scientifiques sont non alarmistes.
La différence entre le titre et le texte. Il y a trois risques majeurs qui sont pointés du doigt, tout en reconnaissant. Un, le risque hors de contrôle. Ça reprend le récit c'est-à-dire le récit spéculatif sur une IA hors de contrôle et qui arriverait sur une IA généraliste. Et on parle de l'IA agentique. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire cette IA, en gros, aujourd'hui, on a des IA, on va dire, spécialisées, qui sont beaucoup plus... alors, je ne suis absolument pas spécialiste du domaine, mais justement, comme je ne suis pas spécialiste du climat, mais ça montre aussi la place des journalistes qui savent être les intermédiaires. Et je crois que c'est là la question centrale. Donc, la question d'une technologie hors de contrôle, ça fait débat. Il y a le grand récit des géants de la tech, comme je le disais, qui, eux, prônent cette idée qu'un jour, on aurait cette IA. Ils prônent aussi cette idée en poussant aussi les marchés, qui, on l'a vu, on voit aussi les marchés financiers qui aujourd'hui sont dans une spéculation totale sur qui aura cette fameuse, arrivera sur cette fameuse IA générale quand d'autres la mettent en doute. Deuxième risque, effectivement, que les scientifiques mettent en avant, c'est les usages malveillants. Les usages malveillants, les fake news, etc. Là encore, qui participent de ce récit. Justement, quand c'est porté par des opérateurs économiques, comme je le disais, ça participe à les renforcer en leur disant c'est un peu eux qui seraient garants de l'éthique plutôt que les méchants. Là, les scientifiques invitent au contraire à ce qu'on se mette à réguler, parce qu'on peut réguler aussi l'IA. On n'est pas non plus on a parfois ce sentiment d'être écrasé par un destin technologique. Or non, ça se régule, et on pourra y revenir dans le débat. Et puis, troisième menace qu'on voit poindre aujourd'hui. Il y a deux autres articles du Monde que vous auriez pu aussi rajouter. Très bel article, reportage d'il y a quelques semaines sur le blues dans la Silicon Valley, puisqu'il y a une grosse crise aussi liée à l'emploi. Par rapport. Donc ces trois risques-là qui sont mis en avant et qui évidemment ne contrebalancent pas ou n'empêchent pas qu'il y ait des avancées dans certains domaines. C'est pas tant la question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on contrôle, qu'est-ce qu'on contrôle, comment on régule, et que le politique, l'action collective reprenne le dessus par rapport aussi à, comme je l'évoquais, à cette idée d'une fatalité qui fait qu'on ne pourrait rien faire. Exactement, vous avez bien choisi vos deux scans, exactement comme le climat. Donc je pense que c'est ça qui doit être mis en discussion par ces scientifiques. Alors, pendant que... Très rapidement, parce qu'on va passer au deuxième pendant sujet que les politiques, du scan. et encore, même pas les politiques, la société civile, n'en parlons pas, les usages sont en train d'exploser. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à ces gourous de la tech et les premiers, là, le récit a aussi évolué. Aujourd'hui, on est en train de mettre la pression sur les politiques. Ils sont en avance même, en tout cas, moi, ce que je constate. Même sur le plan, je dirais, pensée politique par rapport à ce qu'ils sont en train de produire. Ils sont en avance, mais des années-lumière. Ils sont en train de proposer une régulation aux politiques avec des mécanismes qui sont clairs et nets. Regardez ce qui s'est passé il y a un jour ou deux, je pense. Quand vous avez un Altman qui écrit une tribune, je ne me rappelle plus dans quel quotidien américain, je pense que c'était le New York Times, où il propose déjà au gouvernement de prendre 5% du capital. Oui. Donc on est vraiment en avance par rapport à ce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le grand récit catastrophique avec l'idée de attention danger. En même temps, nous sommes ceux qui le créons, mais qui pouvons aussi vous prémunir. Voilà. Et le matin ne fait aucun récit catastrophique. Il reste assez sobre le matin, comme le brief.ma. Voilà, on reste sur le titre, voilà. L'ONU publie son premier rapport scientifique mondial. Il n'y a pas plus sobre. On passe tout de suite à la deuxième question du scan. C'est parti. Et c'est l'urgence, le changement climatique. Là aussi, on va parler des mots qui transmettent, qui livrent, qui façonnent. Quand les récits deviennent enfin politiques, c'est la légende que moi j'ai choisie. Le Nouvel Obs. Effectivement, il y a une majorité des titres qui sont depuis la France, avec quelques mois de la présidentielle. On pointe du doigt les responsabilités. On parle carrément de complices criminels d'une défaite désastreuse. On parle de déni par l'adaptation. Ça, c'est Mediapart. On va aller plus loin ensuite dans la presse et puis Le Monde. Voilà, avec cette question qui s'invite dans les débats parlementaires. Une motion de censure n'arrêtera pas le changement climatique, évidemment que non, mais
Elle s'invite quand même dans l'hémicycle. Ensuite, on a on a également BFM TV. Alors là, on est outre-Atlantique. Et là, vraiment, ça pose une question universelle par rapport à BFM qui relaye en fait New York Times, qui dit que tous les scientifiques qui ont été licenciés par Trump ont créé leur propre plateforme pour informer et donner une information fiable sur cette question qui est névralgique. En Espagne, El Diario parle, là on est contre les morts parfois en silence. Et alors là, je vais tout mettre d'un coup parce qu'on a très peu de temps. Le Monde Afrique aussi qui parle quand même de cette force et des villes africaines et de leur capacité à s'adapter aussi. Et le Maroc qui s'interroge, peut-être anticipe, qui n'a pas été touché de la même manière que l'Europe, et qui s'interroge et qui voit un petit peu l'effet de cette chaleur saharienne. Qui veut commencer? Il faut aller très vite. Juste, moi, je rebondis sur le Maroc qui n'a pas été touché. Attention, on sort d'années de sécheresse, là. Oui. Et on a qui a moins été touché. Alors, il y a 7 après, années. évidemment, toute sécheresse n'est pas... Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'au Maroc, justement, on en parle très peu. Aussi parce que les premiers touchés par les questions d'intensification des changements climatiques, c'est les zones qui sont assez marginalisées. C'est le sud-est du Maroc. Toutes les régions, c'est la désertification. C'est des zones, et là, qui sont les questions d'eau. Donc, on est... Mais, et c'est très bien que vous souleviez la question du Maroc, c'est l'absence réelle de débat, l'absence même d'observatoires qui permettent aussi de prendre aussi la mesure de la manière dont le Maroc à la fois est touché, parce que ça oblige à compenser, et la manière dont il pourrait aussi et s'adapter et construire un lobbying. Vous parliez de notre position sur le numérique, le lobbying sur le climatique. L'adaptation est une question majeure, je crois, là. Oui, juste par rapport aussi au Maroc. Moi, je suis quand même assez surpris que ce genre de sujet, et je reviens aussi à celui de l'intelligence artificielle, ne s'invite pas on est à quelques des élections législatives, et à aucun moment ces sujets qui sont d'une extrême, je dirais, aujourd'hui, en tout cas pour le citoyen, parce que c'est son quotidien. Aujourd'hui, que ce soit l'intelligence, on l'utilise, ou ça, le climat. L'intelligence artificielle qui tue l'eau, les nappes phréatiques et détruit puis la le changement planète. climatique, on n'est plus aujourd'hui, le citoyen, j'imagine que le citoyen a quand même pris la mesure de la chose. À aucun moment, ni les politiques, ni avec des scientifiques, en tout cas, pas de réponse, je dirais, institutionnelle, pas de réponse politique. Et donc, du coup, comment s'informer? Pas de connaissances non plus. Non, voilà. Donc comment s'informer, comment prendre un observatoire. Moi, je vais prendre complètement la tangente par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, ça, c'est de la manipulation politique. Juste avant, là, les gens, ils sont encore sous les émotions de la canicule, ils n'avaient pas de clim, ils se sont battus dans les Aldi, là, c'est ça, les Lidl. Mais en fait... c'est pas ça la solution. C'est pas d'avoir des pailles en carton qui est une solution. C'est pas le fait de tuer des vaches qui est une solution. Ça exporte le problème au Brésil. Ça nous fait augmenter le prix de la viande dans le monde entier. D'accord ? Les Européens ont des stratégies, soi-disant écolo, catastrophiques, qui ont des répercussions catastrophiques. Ils en parlent en tout cas. Ils parlent de stratégie. Pour moi, oui, là, on n'est pas dans l'évaluation de leur politique. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît, au bout de mes idées. Oui, mais... S'il vous plaît, ce sont des peurs hypocrites parce que pour moi, tous les pays de l'OTAN, tant qu'ils bombardent à droite à gauche sur Terre, d'accord, ne peuvent pas parler d'écologie ou de CO2. Et je vais vous donner juste des statistiques, parce que pour moi, lutter contre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on fait la paix. Je vous donne des statistiques. Alors, les 4 ans en Ukraine, là, 311 millions de tonnes de CO2, équivalent CO2, la France en entier. Il faut peut-être le dire à Poutine. 15 mois. Pardon. Il faut peut-être le dire à Poutine plus que C'est à Poutine que je le dirai. Non, je suis désolée parce que moi je suis du camp. Depuis les années 90, on se rapproche de Poutine. Donc en fait, pour moi, c'est aujourd'hui l'OTAN qui est sur une proxy par rapport à Poutine. Donc pour moi, c'est bien l'OTAN qui s'est rapproché de Poutine. Donc ensuite, excusez-moi, juste je vais vous donner un autre exemple sur Gaza-Liban. Donc sur Gaza-Liban, nous sommes à 33 millions. D'accord, donc c'est l'Estonie. En 15 mois, plus 5000 hectares d'eau livrée, ok ?
plus la reconstruction, donc 31 millions autres. Donc en fait, je ne vous parle pas du kérosène qui se met dans les différents matériels, je ne vous dis pas ce qu'on met dans des F-35 ou dans des F-16. Donc en fait, le seul vrai moyen de régler ce problème climatique et d'arrêter les feux de forêt qui sont dus aux guerres, parce qu'il y a des milliers de feux de forêt, eh ben, ce serait de faire la paix. De faire la paix, par exemple. Voilà. Alors peut-être un point qui peut être intéressant pour rebondir rapidement avant d'aller au must. Précisément, l'agenda écologique avait été mis de côté face à un environnement mondial qui est effectivement éminemment conflictuel, où les guerres, que ça soit la guerre en Europe, enfin aux frontières de l'Europe, la guerre au Moyen-Orient, ont marginalisé la question climatique et qu'aujourd'hui elle revient dans le débat parce que on y est, ou en tout cas les populations y sont directement touchées. Moi, vous parliez du Maroc, ça m'avait frappé parce que j'avais fait au Maroc, quand est-ce qu'on parlait des questions environnementales avant le climat? Les questions environnementales, que ça soit dans la presse, dans les années 90-2000, ou que ce soit les partis politiques, c'était essentiellement lié aux questions de santé publique. Oui. C'est-à-dire quand il y avait de la pollution industrielle, la région de Safi, la région de Casablanca, une catastrophe. Là, on se sent, et c'est profondément humain. Et donc, la question climatique la question environnementale, elle est très souvent liée à la manière dont les populations la ressentent. C'est pour ça que aussi, pour faire le lien avec, parce que c'est un peu les mêmes dynamiques, c'est aussi pour ça que la responsabilité de l'ONU de réunir des scientifiques, c'est ce qu'elle avait fait avec le GIEC, de réunir des scientifiques et de porter dans le débat public ces questions-là, c'est-à-dire au-delà du ressenti des individus. Et on avait vu justement qu'il y avait une sensibilité, un consensus scientifique sur le climat jusqu'à il y a encore 10 ans. C'est vraiment les mouvements les plus conservateurs, extrême droite, relayés par des lobbies qu'on retrouve dans les lobbies qui sont aussi pro-guerre, autour de l'industrie de l'armement, mais l'industrie fossile, le hydrocarbure, qui a réussi à renverser la tendance. Mais il ne faut pas opposer les uns aux autres. Les médias ont une responsabilité extrêmement forte dans la prise de conscience. C'est exactement les scientifiques, ce à quoi je voulais arriver, la responsabilité des médias sur un sujet qui polarise complètement politiquement. D'ailleurs, c'était aussi le cas pour l'intelligence artificielle. Là, le rôle des médias, il est déterminant. La manière le rôle de la production de l'information et restitue l'information rapidement avant qu'on aille sur les messes de la semaine. Mais justement, comment on peut traiter des sujets aussi complexes, difficiles, techniques. Un journaliste bien formé. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a entouré de scientifiques, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui savent, qui maîtrisent, et surtout s'ouvrir sur toutes les sensibilités, chose qu'on ne fait pas souvent. Et c'est pour ça que je reviens au titre. Souvent, c'est le catastrophisme qui est mis en avant parce que, pour reprendre le sujet de l'IA, parce qu'on n'a pas autour dans son cercle des on a changé de sujet quand même, et là c'est terminé. On passe tout de suite au must de la semaine. Désolée. Ça va vite dans le cercle, on est déjà à la fin avec cette rubrique des musts de la semaine. Ma rubrique préférée, alors c'est quoi? C'est un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de gueule peut-être, une obsession médiatique. Je vais commencer avec vous, Nadia Hachimi, pour le must de la semaine. Et c'est sur le magazine Tel Quel que vous l'avez glané. C'est très intéressant, il parle d'un média qui s'investit et qui investit dans la culture marocaine. Dites-nous tout. Oui, j'ai joué le jeu, le must de la semaine. J'ai été chercher une actualité, disons, médiatique. J'ai choisi celle-ci, retranscrite de manière très factuelle et très claire par le magazine Tel Quel, sur TV5, qui, dans le cadre, c'est pas spécifique au Maroc, mais dans le cadre de sa politique de soutien à la francophonie, a un programme de soutien à l'industrie de l'animation. Elle a déjà soutenu Côte d'Ivoire, Madagascar, Côte d'Ivoire et le Maroc. Et pourquoi je trouve que c'est important? C'est important pour deux choses. C'est pas tant parce que c'est TV5, au sens d'influence, de reconnaissance. Ça met en avant quand même, et je pense qu'il faut le rappeler au moment où on ne parle que de foot, un des hauts lieux aujourd'hui les plus de création, d'innovation au Maroc, c'est la production cinématographique et audiovisuelle. Le clivage qu'on a aujourd'hui on produit énormément de films, je ne compte même pas les téléfilms ou les dessins animés. Le problème qu'on a, c'est à peu près le clivage entre ce qui est produit
hein, les productions audiovisuelles qui ont les moyens parce qu'elles sont entre les deux rives, donc elles arrivent à avoir des financements des deux côtés, et celles qui sont faites au Maroc où moins de financement, et donc moins aussi de capacité à pouvoir, techniquement on peut être très bon, on est beaucoup moins bon parce qu'on n'a pas les formations sur l'écriture de scénarios, sur la construction. Le fait de pouvoir avoir un support tel que TV5, c'est pas tant sur l'influence, c'est que ça participe aussi à monter en qualité l'écosystème. Voilà. Et deuxièmement, et je finis sur mon must, l'animation, ça permet de mettre en valeur quelque chose dont on a très peu parlé, la presse n'en a pas parlé, d'un magnifique, l'animation, c'est pas que les enfants, c'est aussi les films pour adultes. Il y a un très beau film coécrit et co-réalisé par l'artiste marocaine Mariam Benani, qui s'appelle Bouchra, qui est un film d'animation pour adultes, qui est d'une beauté esthétique incroyable, qui est le récit d'une jeune queer qui fait son retour au Maroc. C'est magnifique d'esthétique, et donc c'était aussi pour mettre ça en avant. On va aller regarder Bouchra. Vous nous avez convaincus. Mohamed Doyeb, j'ai hâte d'entendre votre must de la semaine. Alors, on va tout de suite le regarder. Le voilà, il parle de Madonna. Dites-nous tout. Pourquoi Madonna? Pourquoi maintenant? Moi, d'abord, je suis fan. Et puis, vous savez, cette diva qui revient 7 ans après pour son dernier album. Son dernier album est sorti à peine là où nous parlons, quelques heures. Et moi, je l'ai écouté à minuit, comme on dit. Comment cette dame traverse un petit peu toutes les générations. Et elle est, je peux me permettre l'expression, elle est toujours en phase. Et elle sort un album dance, house, dance floor qui est, on dirait, une jeune fille qui a 19 ans ou 18 ans. Donc moi, cette dame qui traverse toutes les générations, et elle est à la une de Vogue Italie, une magnifique, sublime. Je dis, mais c'est comment elle fait pour être aussi impactante, et surtout son discours. J'ai vu son interview sur Vogue et il parlait, la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est la musique. C'est une ode à la musique, à la fraternité, parce qu'on ne se regarde plus, on ne se parle plus. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur nos concitoyens, mais là, aujourd'hui, la musique peut nous sauver. Et je trouve ça, dans les temps terribles que nous vivons, avoir un tel album qui sort comme ça, on sent le fan. C'est le son de l'été, je trouve. Je vous invite à aller le voir. Elle est sur toutes les plateformes. Et voilà. Donc, merci. On sent le fan, effectivement. Dalal Sadikhi, vous êtes fan aussi, moi, mais moi, des lions de l'Atlas. Moi, tous les Marocains sont fans, là. On est tous accros à Sebari. Et Sebari, ce qui est magnifique, c'est que, c'est tout ce qu'il a signé dans le Bayern, mais j'ai trouvé ça magnifique, le marketing qu'a fait le Bayern de Munich. Parce qu'en fait, sur leur page officielle, ils ont utilisé de l'IA pour faire une IA officielle, puisque comme il est en train de jouer, et quand il est en train de jouer, il est sur la Coupe du Monde, et qu'en même temps, il a signé. Donc ça, c'est une image artificielle. C'est une image d'intelligence artificielle. Donc, je suis allée faire une vérification, vraiment aller chez eux et tout, pour voir que c'est une IA officielle. Relayée par Express. Ça, c'est relayé, mais en vrai, sur leur compte, ils ont un compte TikTok où on retrouve tout ça. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a servi le thé marocain. Ce matin, très tôt, il a levé le drapeau du Maroc avec une chanson complètement marocaine des Lions de l'Atlas de Qatar 2022. C'est un truc de malade. Je trouve que c'est un super symbole d'inclusion. Et surtout, ça prouve que la marque Maroc fonctionne. Ils font tout pour calquer ce lion à leur image. C'est plus comme avant, on essayait de reléguer en fait les internationaux. Là, ils le mettent en avant avec son thé. Ils ont fait d'abord aussi une interview pour lui demander pourquoi il porterait le chiffre 34. C'est en l'honneur de, je suis désolée de lire, Monsieur Abdelhak Nouri, Happy, un footballeur marocain de l'Ajax Amsterdam qui avait eu malheureusement un incident sur le terrain et qui est tombé dans le coma. Et donc, il portera son numéro en son honneur. Et surtout, il a expliqué pourquoi il faisait ça. Et en fait, c'est quand il sortait de la plage, quand il était jeune, son cousin le douchait. Et son cousin lui a dit, fais-moi un signe d'honneur. Et ça a été ça. Et maintenant, vous le savez. Merci infiniment pour ces 3 musts de la semaine, 3 musts éclectiques. C'est la fin du cercle. Merci à tous. Merci à Nadia Hachimi Alaoui, politiste, expert des médias et membre des comités de rédaction des revues Sciences politiques africaines et société. Politique africaine. Politique africaine. C'est pas ce que j'ai dit.
sciences politiques. de politique africaine et société politique comparée. Dalal Sadiqi, journaliste indépendante. Merci aussi d'avoir été là. Et Mohamed Douya, podcasteur et homme des médias. Merci. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois. Merci à tous. Continuez de lire, de relire la presse. Et puis on prendra le temps dans le cercle d'essayer de lire un petit peu entre les lignes. À la semaine prochaine.